Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce nouveau midi de la FEDA qui sera consacré à la présentation des résultats intermédiaires de l'étude Rêve-Drôme sur les salles de consommation à moindre risque. Je remercie Julien Sleust, chercheur à l'UC Louvain, qui fera cette présentation et je lui cède directement la parole. On consacrera également quelques minutes après son intervention pour un échange questions-réponses. Donc voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup Alexis. Donc bonjour à tous. Donc je suis effectivement doctorant à l'UCL Louvain en santé publique. Ma thèse va porter sur les salles de consommation et je collabore avec deux projets de recherche menés par Pablo, notamment l'étude Rêve-Drôme dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, Brièvement, une petite introduction. Euh, donc, on va parler des salles de consommation à moindre risque aujourd'hui. Les salles de consommation sont des dispositifs qui ont pour objectif de donner un espace propice à la consommation pour les usagers de drogue. Et ces consommations sont encadrées par des professionnels de santé dans le but, d'une part, de réduire les morbidités, les mortalités liées aux consommations, comme les overdoses, mais aussi de réduire les pratiques à risque qui peuvent engendrer, par exemple, la propagation de maladies infectieuses. Et donc, les salles de consommation existent depuis maintenant 40 ans. Il y en a beaucoup dans le monde, plus de 130. Et elles ont été évaluées de nombreuses fois scientifiquement. Ces évaluations s'accordent pour dire que les salles de consommation euh, permettent de réduire les pratiques à risque, la morbidité, la mortalité parmi leurs usagers, et d'autre part qu'elles permettent aussi de réduire l'occurrence de consommation sur la voie publique ainsi que le nombre de déchets liés aux consommations sur la voie publique. Elles ont aussi été prouvées comme étant capables de remettre en contact les usagers avec le système de soins. Euh, mais de ce qu'on peut voir de ces études, c'est que déjà, il y en a peu qui sont de haute qualité méthodologique. Et d'autre part, la plupart de ces études se sont concentrées sur ce que les salles de consommation permettaient d'éviter, donc éviter les overdoses, éviter les contaminations, mais peu se sont intéressés à ce qu'elles pouvaient apporter aux usagers, euh, notamment en termes de rétablissement. Avec l'ouverture récente de la salle de consommation de Liège et la première de Bruxelles, Gate, euh, est né le besoin d'une étude servant à évaluer ces nouveaux dispositifs. C'est ainsi qu'est née l'étude Rêve-Drôme, subventionnée par Belspo au niveau fédéral et menée par Pablo Niquez, qui est également mon promoteur de thèse. Et cette étude a donc pour but, d'une part, d'évaluer si les salles de conso en Belgique permettent de réduire les pratiques à risque, mais aussi d'apporter quelque chose au niveau de la prise en charge euh, de la réhabilitation psychosociale des usagers. Alors, l'étude Rêve-Drôme comporte plusieurs volets dont on ne va pas discuter intégralement ici. Donc, il y a un volet, par exemple, qualitatif, économique, plus juridique. Mais ici, on va uniquement parler du premier volet, qui est une étude de cohorte prospective, dans laquelle on a évalué l'évolution des usagers de la salle de consommation, la première de Bruxelles, qui est Gate, à travers les deux questions suivantes. Déjà, donc, euh, pour investiguer si Gate soutient une réhabilitation psychosociale et si Gate permet de réduire les pratiques à risque parmi ses usagers. Donc, pour ce faire, nous disposons de deux dispositifs de collecte de données. Le premier, ce sont les données collectées en routine par les travailleurs, qui comprennent les profils sociodémographiques, les profils de consommation et l'usage du dispositif. Et par ailleurs, nous avons nous-mêmes été à la salle de consommation et avons interrogé les usagers par rapport à leurs pratiques à risque, leur intégration sociale, leur établissement personnel, qualité de vie et leurs besoins en soins.
Donc, nous avons interrogé près de 400 personnes en 2024. Nous avons pu réinterroger près de 140 d'entre elles un an plus tard, avec l'objectif donc d'évaluer l'évolution de notre cohorte au cours du temps par rapport à l'utilisation du dispositif. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore les résultats longitudinaux, mais nous avons les premiers résultats intermédiaires de cette première collecte de données. Et on va naviguer à travers les résultats en utilisant ces différentes questions sur lesquelles je vais revenir une par une. Est-ce que tout est clair pour le moment? On m'entend bien? Super. Euh, donc, premièrement, la première question, c'est qui sont les usagers de Gate? Donc, quand on prend les résultats des données de routine, donc des quasi 900 usagers en 2024, ce qu'on peut voir, c'est que la moyenne d'âge est de 42 ans, que la plupart sont des hommes, il y a moins de 10% de femmes. Mais surtout, ce qui frappe, c'est que c'est un public très, très précarisé. Euh, la plupart sont sans logement, près de 50% à la rue et moins de 30% en logement indépendant. Très peu ont un travail, environ 5%. Beaucoup vivent seuls, pour 80% d'entre eux, et peu ont de contacts sociaux. On a un index qui permet de mettre ça en évidence, qui est le SIX, le score d'intégration sociale, qui est sur 6. Je pense qu'ici, toutes les personnes qui m'écoutaient moi-même aujourd'hui, on aurait une moyenne de 5 à 5,5, voire 6 sur 6. Donc ça reprend les informations liées au logement, à l'emploi, les contacts sociaux et le fait de vivre seul ou non. Mes collègues, dont Megan Chantry, ont réalisé une étude sur les usagers de la psychiatrie et des services d'assuétude en Belgique. Ils avaient un score moyen, il me semble que c'est 2,9 ou 3, voilà. Et ici, on a un score de 1,5 sur 6. Et j'insiste sur le fait, donc ce qui est extrêmement bas et qui est un des résultats les plus frappants. L'autre chose qu'on peut noter, c'est que la plupart des usagers viennent des environs de la salle pour 70% d'entre eux. Par rapport à leur profil de consommation, brièvement, la majorité sont des consommateurs de crack et il y a très peu d'injecteurs. On a quand même un tiers de personnes qui consomment des opiacés. Par rapport aux questions que nous avons nous-mêmes posées, on a pu voir qu'il y en a 65% qui déclaraient consommer en rue et 40% qui déclaraient consommer en rue malgré que la salle soit ouverte. Et les pratiques à risque liées aux injections, donc le partage de seringues, les réutilisations de seringues est très rare, évidemment, étant donné qu'il y a peu d'injecteurs. Et par contre, il y a pas mal de problèmes de pratiques à risque liées à la consommation de crack, comme l'utilisation d'ammoniac, qui est toxique pour la préparation de leurs produits, alors qu'ils ont à disponibilité du bicarbonate, qui est une alternative moins risquée. Ça, c'est pour les premiers résultats de profil. Ensuite, si on prend les données des questionnaires que nous avons administrés, donc on a interrogé les usagers sur leurs besoins dans 23 domaines différents que vous voyez ici, dans l'ordre décroissant du domaine où il y a le plus de besoins non rencontrés au domaine où il y a moins de besoins non rencontrés. Donc, ça reprend les 300 personnes qui ont répondu jusqu'au bout. On peut voir en rouge les besoins non rencontrés, en bleu les besoins rencontrés et en vert pas de besoin. Pour vous donner un exemple pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce que ça représente, par exemple, pour le domaine avec le plus de besoins non rencontrés, on a demandé aux individus s'ils pensaient avoir des problèmes de drogue ou de médicaments. Donc, c'est-à-dire que s'ils ont répondu oui, ça veut dire qu'ils reconnaissent avoir des problèmes avec les substances. Et euh, oui, mais je reçois de l'aide, c'est la part en bleu, ça veut dire qu'ils reconnaissent avoir de l'aide. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la plupart reconnaissent avoir des problèmes avec les substances, que les 5 besoins non rencontrés les plus souvent rapportés concernent les problèmes d'assuétude, mais aussi les problèmes de logement, d'argent, et des problèmes plus psychosociaux liés aux relations intimes ou à la détresse psychologique. L'autre chose qu'on peut retenir ici, c'est que
Les répondants ont eu en moyenne 7 besoins non rencontrés par personne. Alors comme ça vous dit sûrement pas grand-chose, mais si on compare à l'étude Summit que je citais précédemment, ils avaient en moyenne 4 besoins non rencontrés par personne. Ce qui veut dire une chose assez claire, c'est que les usagers de Gate ont en général beaucoup de besoins concernant les assuétudes, mais aussi beaucoup de besoins dans différents domaines. Et donc les problèmes d'addiction ne sont pas du tout leur seul problème. Ensuite, je vais brièvement décrire deux analyses complémentaires. Donc, ce qu'on a pu voir, je vais introduire. Gate comprend un espace de consommation où les consommations sont encadrées, mais comprend aussi des espaces de consultation médicale, infirmière et sociale. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est que plus de la moitié, donc 56%, utilisent ces espaces de consultation. Et les personnes qui utilisent ces espaces de consultation sont plus précaires que les autres. Donc, moins souvent en logement, moins souvent en revenus professionnels. Ce qui veut dire que Gate parvient à prodiguer une aide, une assistance socio-médicale à ses usagers les plus précaires. D'autre part, on a pu voir que Gate parvient à toucher un public qui n'est suivi nulle part ailleurs pour leurs assuétudes. Il y a près de 40% des usagers de Gate qui n'ont aucun suivi ailleurs pour leurs assuétudes, et ces usagers sont différents des autres. Ils sont plus souvent sans logement, plus souvent sans papier, un peu plus jeunes et se rendent aussi moins souvent au dispositif. Donc si on met ces deux analyses en relation, on pourrait hypothétiser que d'une part, la salle de consommation parvient à toucher un public qui n'est pas touché par d'autres institutions, et que d'autre part, et que ce public est plus précaire, et que d'autre part, elle parvient à remettre ce public en contact avec le système de soins via les consultations. Donc ça, c'était pour les premiers résultats intermédiaire. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Donc, on a pu voir qu'il y a que les usagers de Gate sont très précarisés, qui consomment du crack, mais on peut se demander s'il y a des profils sous-jacents parmi les usagers de Gate. Est-ce qu'il y a différentes situations regroupables qui permettraient d'illustrer les différentes situations qu'on pourrait trouver? L'objectif, c'est de voir s'il y a des différences s'il y a des associations entre la situation sociodémographique et l'utilisation du dispositif, et si ça implique quelque chose dans les pratiques professionnelles des travailleurs de la salle de consommation, mais peut-être de travailleurs d'autres institutions du domaine. Donc pour ce faire, on a pris les données sociodémo et de conso de nos répondants, de nos 400 répondants. On les a mises dans un algorithme qui a fait des associations entre les individus, ce qui a permis de créer des groupes relativement homogènes et distincts entre les autres. Alors, le modèle le plus robuste identifiait 3 groupes distincts d'une bonne taille. Et on va les décrire ensemble, et puis après, on va aller un peu plus loin en comparant les besoins des différents, ce que j'appelle types de profils, euh, et leur parcours de soins typiques. Alors, le premier profil qu'on a pu identifier, c'est un profil que je pense que beaucoup de professionnels de terrain bruxellois connaissent. C'est un profil de personnes sans papier, plus jeunes que les autres, quasi systématiquement à la rue. Euh, Ce profil représente quand même une part importante, près d'un quart de nos répondants. Alors le deuxième profil que je pense que pas mal de travailleurs du secteur ont en tête, c'est ici en vert, le profil des consommateurs d'opiacés plus âgés, qui est le groupe le plus petit en termes numériques. Ce sont les usagers en général les plus âgés. C'est ceux qui s'injectent le plus souvent, mais le taux d'injection est en dessous de 40%. Donc tout le monde ne s'injecte pas dans ce profil. C'est ceux qui sont aussi le plus souvent sous traitement de substitution. Ensuite, le dernier profil, celui qui est un peu plus difficile à décrire et qui est peut-être un peu moins évident dans la tête des travailleurs, euh, c'est le profil le plus large qui regroupe les personnes qui ont des papiers en Belgique, qui ont des revenus sociaux et qui consomment du crack. Euh,
pour près de presque la totalité d'entre eux. Donc on a ces trois profils qui utilisent la salle du guide. Après, j'aimerais bien savoir si d'autres acteurs du terrain dans d'autres institutions retrouvent aussi ces trois mêmes profils. Mais maintenant, on va comparer leurs données de trajet de soins. Donc, par rapport au groupe des jeunes usagers sans papier, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, ils utilisent la salle de consommation différemment des autres. Et ça, c'est important. En fait, les trois groupes viennent le même nombre de jours moyens par an à Gate, mais ils ne viennent pas faire la même chose. Euh, les usagers sans papier viennent donc relativement souvent, mais pas pour consommer. Ils viennent pour d'autres raisons. Et ils viennent d'ailleurs un peu plus pour utiliser les espaces de consultation médicale que les autres. Et ils peuvent faire d'autres choses, notamment se reposer. Mais ça, ici, je n'ai pas de données qui indiquent qu'ils sont passés juste pour se reposer. Donc, c'est important de comprendre que pour ce type d'usager, l'espace de conso n'est pas le seul élément pour lequel ils viennent à Gate. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un public très très peu suivi ailleurs. Donc, c'est probablement en lien avec le premier résultat du public qui est faiblement touché par d'autres institutions. Et ils ont aussi un très faible taux de dépistage. Alors qu'en plus, c'est quand même un public, il y a quand même un petit taux d'injection, pas mal de personnes s'injectent dedans, j'ai plus le pourcentage en tête. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un risque probable de prévalence élevée d'hépatite et de VIH dans cette population, alors qu'elle est très peu surveillée et très peu aidée par rapport à ça. Donc il y a potentiellement un futur problème au niveau de la santé publique pour ce groupe-là. Ensuite, si on s'intéresse à leurs besoins, donc on peut voir logiquement que c'est les individus qui ont le plus de besoins non rencontrés par des professionnels, parce qu'ils ont simplement moins accès à d'autres aides déjà de par des difficultés liées à la langue ou des difficultés administratives étant donné qu'ils n'ont pas d'autres papiers. Donc pour eux, Gates semble jouer un rôle très important, étant donné que c'est l'un des seuls services où ils peuvent se rendre pour leurs assuétudes, mais aussi un des seuls services où ils se rendent de manière générale pour leurs soins. Et donc Gates se retrouve un peu euh, à gérer une population qui a plein de besoins auxquels Gates ne sait pas répondre à elle seule. Et donc, il semble que pour cette population, la salle de consommation peut jouer un rôle important de rediriger ses usagers vers d'autres institutions. Ensuite, si on s'intéresse aux consommateurs de PC plus âgés, donc c'est le petit groupe, le profil le plus inséré, ils ont assez souvent un logement. Et malgré le fait qu'ils aient un logement, ils viennent quand même consommer plus souvent que les autres à la salle de consommation. Et ils sont très souvent suivis ailleurs pour d'autres types de traitements, comme des traitements de substitution. Quand on regarde leurs besoins, ça se reflète, on voit qu'ils sont un peu plus souvent, déclarent un peu plus souvent recevoir de l'aide dans les différents domaines. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré cela, c'est quand même le groupe qui déclare le plus souvent avoir des problèmes d'assiduité par rapport aux deux autres groupes. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que malgré que ce profil est souvent en traitement ailleurs, eh bien, il décide quand même de venir à la salle de consommation, peut-être entre les traitements, ce qui fait que la salle de consommation pourrait jouer un rôle de filet de sécurité entre les traitements euh, plutôt que de retourner consommer chez eux. Ils choisissent de rester en contact avec des professionnels. Alors pour le dernier profil le plus important, donc ce qui est important à retenir, c'est que ils sont précarisés, mais ils ont quand même accès à de l'aide au logement, de l'aide aux revenus, mais que leur utilisation du dispositif ne se dégage pas des deux autres groupes. L'autre chose importante, c'est qu'ils déclarent moins souvent des problèmes d'assuétude et déclarent consommer un peu moins souvent que les autres. Au niveau de leurs besoins, mais le besoin le plus souvent rapporté pour eux, c'est le problème de logement, mais c'est aussi le groupe qui reçoit le plus d'aide par rapport à ça. Donc, ils reçoivent beaucoup d'aide dans les domaines, enfin plus d'aide que les autres dans les domaines essentiels comme le logement et l'argent, mais ils déclarent quand même pas mal de problèmes liés
aux domaines psychosociaux et reçoivent très peu d'aide dans ces domaines-là. Et donc, ce qui fait que la salle de consommation, en plus de jouer un rôle par rapport à la réduction de risque, elle pourrait jouer un rôle de resocialisation et donc jouer un rôle déterminant dans le parcours de rétablissement de ces usagers. Donc, je vais conclure. Donc, ce qu'on peut retenir déjà de ces premiers résultats intermédiaires, c'est que Gate touche son public cible de consommateurs très précarisés qui consomment souvent à la rue et qu'elle prodigue des soins à ses usagers les plus précaires et qu'elle touche une population potentiellement faiblement touchée par d'autres institutions. Euh, L'analyse en profil permet de distinguer différentes situations, différents types d'utilisation qui pourraient permettre aux travailleurs de prioriser les objectifs de prise en charge pour ces différents profils. Donc, par exemple, les sans-papiers, là, je propose la réinsertion dans le système de santé. Euh, les personnes consommatrices d'opiacés, faire le lien avec les autres types de traitements et les personnes qui ont déjà de l'aide pour leur logement et pour leurs revenus. La resocialisation semble être un aspect important de la prise en charge pour ces usagers. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je vous écoute. Si vous avez des commentaires par rapport à cette typologie, des choses à rajouter, des groupes qu'on aurait peut-être loupés, n'hésitez pas à faire un commentaire. Merci beaucoup. Merci Julien pour cette intervention très intéressante. Je réitère ton invitation. C'est le moment de poser vos questions. Je vois qu'il y a plusieurs personnes de transit, peut-être des travailleurs de Gate. Euh, je vois qu'il y a aussi plusieurs personnes de Namur. J'ai entendu dire qu'il y avait aussi un souhait peut-être de réfléchir à l'ouverture d'une salle de consommation à Namur. Peut-être qu'il y a des commentaires qui peuvent être intéressants ou des questions. Bonjour, c'est Namur ici du coup. Bonjour. On met la caméra comme ça vous nous voyez. Bonjour. Bonjour. Moi c'est John et je suis avec mon collègue François. Oui, de notre côté, merci pour la présentation. Déjà c'était très intéressant. De notre côté, oui, il y a vraiment ce souhait que le service puisse ouvrir une salle maintenant. L'actualité fait que c'est très compliqué et qu'on en est encore au balbutiement du projet. Elle s'est bien installée chez nous, on sait bien dans quelle direction on veut aller, mais l'accord politique local reste un élément pour le moment assez bloquant, mais sur lequel on travaille, quoi. Donc, on est au travail là-dessus et on lâchera pas le morceau, mais on n'a pas de temporalité à donner par rapport au développement du projet, quoi. Si je peux peut-être juste ajouter quelque chose dans cette optique-là, parce que donc dans le cadre de l'étude Rêve-Drôme, je suis chercheuse aussi sur le projet, je travaille avec Julien. Je me suis un peu plus concentrée sur les données à Liège, parce qu'on a aussi collecté des données initialement à Liège, mais en fait au cours du projet, la salle a fermé. Donc on s'est retrouvé dans une situation où on a dû un peu adapter le dispositif. On a tout de même collecté des données qui ne nous ont pas permis de faire un suivi longitudinal des usagers de la salle, mais on a réussi dans un échantillon de 200 personnes, de 200 usagers de services bas seuil, réduction des risques, etc. On en a recapté la moitié qui ont déclaré avoir utilisé plusieurs fois la salle quand elle était ouverte. Et on a pu comparer en fait ces deux bras à Liège et on peut voir que les anciens utilisateurs de la salle étaient nettement plus précarisés. C'était des personnes avec qui ont rapporté plus de pratiques à risque et donc un plus faible taux d'intégration sociale et c'était principalement des consommateurs d'opiacés. Donc à ce niveau-là, pour faire le lien aussi un peu avec les politiques, on a rédigé un petit rapport par rapport à ces données à Liège qui ont été transmises au cabinet. Et donc, on espère peut-être que ces données pourraient, en tout cas, soutenir des politiques futures. Et enfin, on peut aussi demander avec Julien l'autorisation aux promoteurs du projet, mais je vois pas pourquoi on pourrait pas vous envoyer le rapport propre à Liège si ça peut aussi vous aider dans des démarches futures et autres. Ou si vous voulez un petit peu investiguer plus en profondeur les données qu'on a collectées dans une ville avec, enfin, wallonne avec
aussi des difficultés un peu politiques et organisationnelles par rapport à la remise en place d'un dispositif pareil. Voilà, c'était un petit ajout. Et on est évidemment preneur de recevoir tout ça, c'est gentil, merci. Je suis preneuse aussi. Ça Donc marche. moi, je Euh, suis directrice au service d'aptitude à Liège. Et donc, je suis preneuse si on a des résultats parce qu'on a pas mal. Enfin, à Liège, ils sont en train de revoir leur plan drogue. Il y a un coordinateur drogue qui est en passe d'être recruté aussi. Et donc, on a des réunions de concertation et ce serait chouette d'avoir toutes les données possibles, en fait. Donc, je suis Ça preneuse. marche. Mais on reprend, je prends la validation officielle et puis je peux reprendre contact avec vous pour vous envoyer ça. Moi, j'avais peut-être une question. Donc, Jérôme Antoine de Cienzano. Je me demandais quelle était la suite. Je suis arrivé un petit peu en retard à la réunion, donc je ne sais pas s'il y a eu une info là-dessus, mais quelle est la suite du projet? Quels sont qu'est-ce qui va être produit? Il va y avoir un rapport ou c'est déjà publié? Alors, bonjour. Oui. Ici, ce sont des résultats intermédiaires de l'étude REVDROME. Donc, il y a une étude de cohorte. Et ici, ce que j'ai présenté sont des résultats de la baseline, donc de la première collecte de données. Donc, on a recollecté ces mêmes données un an plus tard chez une partie de ces répondants. Et donc, le rapport intermédiaire est déjà on l'a remis à Belspo. Après, le rapport final avec les analyses longitudinales, on le publiera fin de l'année. Et donc, ça ira un peu plus loin que ces analyses présentées ici. Donc, voilà. J'espère que ça répond. Oui, oui, merci. Et ce rapport intermédiaire, il est déjà public ou pour l'instant ça reste un outil interne de recherche? Pour le moment, il est interne, il est interne, il n'est pas vraiment publiable, mais par contre, on peut avec plaisir vous transmettre différentes données, informations. Euh, et il suffit juste de me solliciter, Pablo, Megan et moi, et on pourra le faire avec plaisir. Voilà. C'est pas encore le rapport final, mais ces résultats peuvent être diffusables, on va dire localement. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on ne clôture? Moi, j'avais peut-être une question. Enfin, je pense que c'est pas spécialement le propos de l'étude, mais je la pose quand même. Est-ce que vous avez un lien avec les autorités policières ou pas? Dans le cadre de cette partie de l'étude, non. Ok, Mais il me semble que dans les interviews, dans la partie qualitative, il y a des liens avec la police. Je ne sais plus comme ça les résultats, mais ça a été un peu investigué en tout cas par une collègue, euh, le lien avec enfin, la police. Voilà. Oui, Et pas dans mon étude. il y a un volet de l'étude qui était vraiment, qui visait à investiguer les quartiers où se sont établies les salles de consommation et des quartiers où, même en Flandre, où il n'y a pas de salle de consommation, mais où il y aurait un besoin et une demande. Et ça a regroupé des professionnels de la santé, mais aussi des riverains et des, des professionnels de la police. Et cette partie-là, elle est finie et je pense elle peut déjà être diffusée là beaucoup plus largement par rapport aux autres parties de l'étude. Il y a notamment, je pense même un article scientifique vient d'être paru ou qui va être publié là bientôt sur ces données donc plus qualitatives mais qui rassemble vraiment les dynamiques de quartier pour essayer de mieux comprendre quelles étaient les barrières, les facilitateurs, les besoins et demandes d'autres parties prenantes que les usagers en fait. ok, Ça aussi, on super. peut diffuser l'information en même Ce temps que serait chouette. Ce ça serait marche. chouette. Parce que le retour des policiers, nous, à Liège, c'est qu'ils regrettent la salle de consommation, en fait. Mhm. Il y avait une bonne collaboration en place. Je ne sais pas si c'est aussi
Il y en a quand même, il y a quand même une bonne collaboration pour Gate. Après, pour la nouvelle salle de consommation, ils sont en train de s'ajuster, je pense. Malheureusement, en fait, à Liège, le timing a été juste très mauvais parce que voilà, ça s'est vraiment fermé, le dispositif a fermé alors qu'on était en train de collecter des données, mais donc enfin, on allait commencer et donc on n'a pas su même faire grand-chose d'autre en plus parce que tout le volet qualitatif était déjà terminé quand la salle a terminé, enfin a fermé. Donc voilà, c'était aussi un timing un petit peu compliqué qui était indépendant de notre volonté, mais il n'y a pas de point de vue et d'études qualitatives sur le après et sur l'effet de la fermeture de la salle, malheureusement. Mais il y a des données quali sur le avant et pendant. Et nous, on a essayé un petit peu de voilà, pouvoir identifier le profil, les caractéristiques du profil des personnes qui y allaient. Mais il y a, voilà, on n'a pas su faire beaucoup d'autres choses avec les ressources qu'on avait à ce moment-là et étant donné les délais, quoi. Merci pour cette précision. Ah, peut-être encore John? Oui, je veux bien proposer une dernière question. Je voulais savoir si vous aviez éventuellement des informations par rapport à ce qui s'est récemment passé en Wallonie avec toutes les auditions qui ont eu lieu au sein du Parlement wallon l'année dernière, autour des salles justement. Donc, savoir si vous avez des infos par rapport à ça et aussi, du coup, savoir si votre étude, enfin, vous comptez en faire la publicité auprès du Parlement wallon, par exemple, dans l'idée de faire une suite à tout ce qui a été fait à ce niveau-là et de pouvoir un petit peu faire bouger les choses. Parce que c'est vrai, comme on en parlait avec mon collègue, cette étude est très chouette, mais en fait, voilà, vous l'avez dit au début, on a plus besoin de savoir que c'est efficace, que c'est utile, que voilà, que ça atteint les publics cibles, etc. Tout ça, on le sait. Et pourtant, on en est encore là à devoir continuer à produire de la documentation scientifique sur ces dispositifs. Et donc, voilà, je voulais un petit peu savoir si vous avez des infos par rapport à tout ça au niveau plus wallon. Merci. Pablo Niquez et Sophie André, qui ont tous les deux participé à ces auditions. Honnêtement, une suite, on n'a pas eu de suite de ces auditions. J'ai l'impression que c'est assez en flottement. On a rencontré les acteurs liégeois il n'y a pas très longtemps qui nous ont un petit peu donné la même impression, qu'il n'y avait pas de décision en là pour le moment. Peut-être que Sophie pourra voilà, me compléter par la suite. Mais en termes de tout ce qu'on peut faire, malheureusement, c'est donner accès à ces rapports qui, ok, peut-être n'apprennent rien de nouveau par rapport à la littérature scientifique, mais qui quand même disent quelque chose de la réalité de terrain. Et c'est encore peut-être une raison en plus qui objective un petit peu la situation. Donc nous, comme je l'ai dit, on a diffusé ce rapport spécifique à Liège, en tout cas. Parce que ça, c'est un volet qui est terminé, vu qu'on n'a pas de données longitudinales. Pour le petit rapport de Liège, il a été envoyé aux autorités. Euh, voilà. Après, on est un petit, on va encore essayer avec les quelques liens qu'on peut avoir, mais on est un petit peu aussi bloqué et par un manque de réaction et par voilà, un flottement un petit peu aussi suite à ces auditions, comme vous le mentionnez. Mais si je peux juste rajouter, c'est que tout ce qui est salle de conso est dans la balance par rapport aux trajectoires budgétaires demandées par le gouvernement à la VIC. Et donc on ne sait pas si c'est ces budgets-là qui vont passer à la trappe, en tout cas pour le secteur assuétude ou pas. Et si ce n'est pas ces budgets-là qui passent à la trappe, ça veut dire que c'est d'autres budgets qui vont passer à la trappe au niveau assuétude. Donc la balance est en train de se faire au niveau du gouvernement, mais on n'a pas de retour. Et quant à savoir si tout le monde est bien au courant, bah, il y a encore, en tout cas au gouvernement, des personnes qui soutiennent que les salles de consommation à moindre risque sont de la publicité pour la consommation. Donc voilà, on en est quand même toujours là aussi. Mais donc c'est pour ça qu'on va vous rediffuser ces rapports et on a aussi une présentation PowerPoint peut-être. Enfin voilà, je vais voir ce qu'on peut vous donner comme matériaux pour faire le plus possible de votre côté et voilà, on peut échanger aussi à ce niveau-là. Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter à ce propos. Merci pour cet échange. Je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui.
On diffusera les rapports quand ils seront publics de toute façon, donc n'hésitez pas à suivre la FEDA sur nos différents canaux, newsletters, sites web, réseaux sociaux. Et voilà. Merci beaucoup encore à tous Merci pour à votre vous. participation. Merci à vous. Merci Merci beaucoup. beaucoup.